Bonjour, bienvenue au webinaire Parlons Travail d'Atemis. Le laboratoire Atemis est un acteur original qui se définit comme un laboratoire d'intervention et de recherche, un dispositif de R&D en sciences humaines et sociales qui articule en permanence enjeux de recherche et enjeux d'intervention. Le laboratoire Atemis inscrit son action en soutien à la transition vers une société à la fois plus sobre et organisée autour d'une réponse plus satisfaisante aux besoins sociaux du quotidien. Une action qui vise également à favoriser l'émancipation dans et par le travail. Les activités d'Atemis recouvrent à la fois l'accompagnement des acteurs, la dynamique de production de connaissances scientifiques et de référentiels d'action. Nous sommes notamment connus pour la formalisation du référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, référentiel issu de nos travaux. Atemis, c'est aussi la production d'outils pédagogiques, jeux de plateau sur la coopération, jeux de cartes sur les ressources immatérielles, contribution à la fresque de la transition économique par exemple. Atemis appuie également des initiatives entrepreneuriales innovantes à travers une implication dans l'initiative et une prise de part sociale au capital. Nous sommes aussi des entrepreneurs. Pourquoi un webinaire intitulé « Parlons travail » ? Nous sommes convaincus que sans changement de dynamique économique, il n'y aura pas de réponse aux enjeux sociaux, écologiques, économiques. Ce constat est largement partagé. Mais, sans changement dans notre rapport au travail, de notre organisation du travail, il n'y aura pas de transformation de la dynamique économique. Il faut passer par la connaissance, la compréhension des enjeux du travail pour accompagner les évolutions de celui-ci et permettre ainsi la transformation économique. Pourquoi un webinaire intitulé Parlons Travail ? Également parce qu'une partie de nos interlocutrices et interlocuteurs oublie que nous sommes avant tout des intervenantes et des intervenants, engagés à leur côté, en soutien à leur travail de dirigeants, d'élus, de managers, de citoyens engagés, de salariés d'entreprise ou de collectivités. C'est pourquoi nous avons envie de vous parler de notre travail d'intervention, d'accompagnement. Le sujet de notre premier webinaire est orienté vers les enjeux des technico-commerciaux au sein de coopératives agricoles invitées à promouvoir une offre EFC conçue par l'entreprise Xarvio BASF et proposée en partenariat avec les coopératives. Plus précisément, nous partagerons une identification des évolutions du travail induites par la commercialisation et le déploiement de l'offre, ce qui permettra de mettre à jour les enjeux et de proposer des pistes d'action pour accompagner les évolutions du travail des technico-commerciaux. Pour présenter notre travail, Amélie Colombel et moi-même, qui avons accompagné l'équipe qui porte l'offre au sein de Xarvio BASF. Dans ce cadre, nous avons notamment animé, entre septembre 2025 et le printemps 2026, plusieurs temps collectifs avec les représentants de 6 coopératives agricoles. Johan Berezia, qui pilote l'offre Xarvio Healthy Fields pour Xarvio BASF, apportera en complément son regard à la fois sur les enjeux de travail des technico-commerciaux, tels qu'il les vit, et sur l'accompagnement mené par Atemis. Très vite, un petit historique sur la relation Xarvio-Atemis. Donc il doit dater à peu près de l'automne 2020-2021. En tout cas, c'est une impulsion de Johan et de ses collègues, une impulsion interne à Xarvio BASF de réfléchir sur une nouvelle approche et une solution orientée résultat, de vouloir mobiliser le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui a amené l'équipe à solliciter Romain Demissy, et s'est engagé un premier accompagnement, un premier ensemble d'échanges. En 2022, fin 2022, il y a l'opportunité d'intégrer le parcours que l'ADEME propose pour des grandes entreprises, pour des grands groupes. Donc l'accompagnement
s'inscrit ou se poursuit dans le cadre de ce parcours avec l'intérêt de rentrer dans une dynamique collective avec d'autres grandes entreprises. Et c'est à cette époque que je prends la suite de Romain qui coordonne le parcours, qui supervise le parcours. Et moi, je rentre comme référent, accompagnateur de l'équipe Xarvio Healthy Fields. À la suite de ce parcours, depuis lors, il y a une poursuite de la relation avec Xarvio et avec BASF dans un mode beaucoup plus souple et au regard des enjeux et des besoins qui émergent et de la façon dont Atemis peut faire ressource pour chercher à soutenir le travail de l'équipe qui pilote la solution Xarvio Healthy Fields. En 2025, on repère un appel à projet de l'État qui s'appelle Prise de risque amont, aval et massification de pratiques visant à réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques sur les exploitations agricoles. Et à cette occasion, Johan propose de mettre en lien plusieurs coopératives agricoles avec lesquelles Xarvio travaille pour regarder s'il y a une opportunité à déposer un projet collectif, un projet commun. Ce premier travail d'échange se mène. On aboutit à la conclusion que c'est complexe de déposer dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Par contre, ça fait émerger l'intérêt de continuer à échanger entre Xarvio BASF et les coopératives, non plus dans une forme de face-à-face, de relations commerciales, mais bien dans un espace collectif de réflexion sur ce qui se joue autour de l'offre et la façon dont on peut soutenir son déploiement. Pour terminer l'introduction, juste quelques éléments de rappel sur le métier de technico-commercial au sein des coopératives. Donc, c'est bien une double compétence agronomique et commerciale au service des agriculteurs, des adhérents de la coopérative, avec une mission de conseil pour optimiser la production des clients, leur vendre les semences, les engrais, les produits phytosanitaires et dans beaucoup de coopératives aussi récupérer ensuite les récoltes qui partent pour différents destinations ou usages. On ne va pas revenir en profondeur sur ce qu'est l'offre Xarvio Healthy Fields. On invite toutes celles et ceux qui sont intéressés à vraiment rentrer en profondeur dans l'offre elle-même, à aller sur le site de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, de rechercher le numéro, j'allais dire, ou le Voix de pionnier, la session, le webinaire Voix de pionnier du 5 décembre 2025, le 5 décembre dernier, et où pendant 1h30, Johan et Marie-Laure Pocheron, la chargée des nouveaux modèles économiques au sein de BASF, ont témoigné de la façon dont l'offre avait été conçue, dont elle s'est implantée, de toutes les questions que ça peut poser, du modèle économique que ça transforme. Voilà, on va juste vous passer un petit film qui a été conçu pour soutenir le travail de commercialisation des technico-commerciaux, qui va durer à peine 2 minutes, et qui vous présente finalement cette solution Xarvio Healthy Fields.
Bien, on va rentrer dans la question du travail et des enjeux de travail des technico-commerciaux. Vous verrez que ça vous donnera aussi des clés peut-être un peu complémentaires hein, sur ce qu'est l'offre et ce qu'elle transforme, notamment pour les technico-commerciaux. Euh, Peut-être on va vous partager deux travaux complémentaires qui ont été menés. Un premier travail qui fait suite au repérage par l'équipe de Xardio LC Fields et par les responsables commerciaux des coopératives, qu'il y a une hétérogénéité dans l'appropriation de la solution Xardio LC Fields et dans la promotion auprès des agriculteurs. Or, si les technico-commerciaux ne le font pas, la coopérative a moins de moyens pour promouvoir l'offre, puisque c'est bien le travail des technico-commerciaux. Euh, du côté de l'équipe de Xarvio LC Fields, il y a l'idée d'en faire un enjeu de coopération et de regarder comment, à l'occasion d'un bilan de campagne, on ne travaille pas uniquement sur le résultat de la campagne, mais on revient sur ce qui s'est joué dans cette campagne pour les technico-commerciaux. À cette occasion, un dispositif est mis en place dans lequel vont être réunis une vingtaine de technico-commerciaux d'une coopérative ainsi que plusieurs représentants de BASF et de Xarvio pour un après-midi de travail sur l'offre. Alors, quelques mots pour vous donner la façon dont on s'y est pris, hein, comment on a travaillé la compréhension des enjeux avec les participants. On a fait un premier temps où on a demandé à chacun d'identifier selon lui quels étaient les intérêts à la fois pour l'agriculteur, à la fois pour la coopérative agricole et pour BASF de cette offre, en quoi elle apportait de l'intérêt. Chaque participant a noté de son côté et on a échangé sur les intérêts, ce qui a permis de faire émerger finalement les intérêts à la fois pour la coopérative, pour Xarvio et pour l'agriculteur. Ensuite, il y a eu un temps de présentation de ma part et d'échange sur l'idée que, on est dans pas simplement une nouvelle offre et une forme de partage autour de la différence que représente vendre un produit, vendre un service et vendre un résultat, comme le propose l'offre Xarvio LC Fields. Et ensuite, on a fait un retour d'expérience sur la campagne de vente en proposant à chaque technico-commercial de nous dire à quoi il avait été confronté, à la fois là où il avait réussi à vendre l'offre, à vendre la solution, et comment il comprenait cette réussite, sur quoi il s'était appuyé pour réussir à vendre cette offre, qu'est-ce qu'il expliquait, et puis là où il n'avait pas réussi, et là aussi, qu'est-ce qui expliquait? Est-ce que c'était un problème de ciblage de l'agriculteur? Est-ce que c'était un problème d'argumentaire? Enfin voilà, donc de repérer là aussi les difficultés. Ce qui nous a permis en fin d'atelier de voir ce que chacun retenait, de poser la question de ce dont chacun aurait besoin pour faciliter la promotion et la vente, de repérer qui pourrait répondre à ces besoins, hein, avec cette idée que, y compris l'équipe de Xarvio BASF pouvait apporter une partie des réponses, donc venir soutenir les technico-commerciaux des coopératives, et puis de repérer les premières actions sur lesquelles on s'accordait à chaud. Peut-être ce qui est ressorti de cet après-midi, quand on regarde le bilan qui a été fait, hein, si vous l'avez compris, les professionnels de Xarvio et de BASF ont participé comme les technico-commerciaux de la coopérative. Donc, il y a eu un croisement d'échanges, de regards dans le travail. Ça a permis de partager des argumentaires, de partager des expériences. Ça a rassuré les technico-commerciaux sur le choix du partenaire. Ils ont pris la mesure de l'engagement de l'équipe de Xarvio et de la volonté de coopération. Ça a soutenu l'argumentation. On ne se sent pas lâché par BASF. On comprend les enjeux de BASF. Donc, ça fait vivre la coopération. Et on repère que les enjeux sont partagés, ou en tout cas que chacun a des enjeux, aussi bien BASF que la coopérative. Voilà, ça c'est un premier dispositif. On ne va pas vous partager plus largement le résultat des enjeux de travail, puisqu'on va les reprendre dans un deuxième temps. Mais je vais passer la parole à Amélie qui va vous partager en quelques minutes le second dispositif qui a été installé pour continuer à
comprendre et à trouver les façons de prendre en charge les enjeux des technico-commerciaux. Oui, donc merci Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, donc, suite à la réponse à l'appel à projet qui finalement n'a pas abouti et confirmé l'intérêt des coopératives, de 6 coopératives pour se retrouver collectivement et réfléchir ensemble à ces enjeux pour trouver ensemble de nouvelles façons de faire. Donc, la création de cette communauté d'intérêt entre les 6 coopératives et Xarvio BASF se concrétise, en tout cas signifie par une journée de travail collective en septembre dernier chez Atemis, avec donc au cœur de nos échanges le travail des technico-commerciaux. Donc, on a eu plusieurs temps sur cette journée. On est revenu sur la valeur de l'offre. Euh, qui sont les cibles? Donc, pour qui on crée cette valeur? Quel est l'argumentaire qui est utilisé par les TC dans les différentes coopératives? Quels sont les effets utiles réellement constatés? Donc, il y a eu ce premier temps. Et puis, on a refait aussi un temps de bilan de la campagne, puisque le mois de septembre, là, l'automne, c'est favorable pour ce temps de bilan. Et ensuite, on a eu un temps plus centré sur le travail, donc avec une intro où on est revenu sur les concepts du travail et notamment du travail réel, etc. Et puis, on a fait ensuite un zoom sur le travail des technico-commerciaux et en fait, à l'issue de cette journée, on a pu faire une synthèse et prioriser 6 à 7 sujets à travailler ensemble. Donc, c'est vraiment venu des coopératives et aussi des responsables régionaux de Xardo BASF qui sont en lien au quotidien avec les coopératives, qui travaillent avec eux. Et ce qui est ressorti, encore une fois, c'est vraiment que les technico-commerciaux sont au cœur vraiment de ces enjeux et ce qui a été convenu ensuite, c'est on a organisé des ateliers qui étaient plutôt ciblés sur une thématique. On a préparé, nous, en amont, avec certaines des coopératives pour identifier certaines qui avaient mis en place des pratiques de travail un peu différentes, qui avaient déjà testé des choses sur le terrain. Et donc, on a ciblé un premier atelier autour de soutenir la commercialisation de l'offre. Et puis, un deuxième atelier qui a été plutôt, donc le premier atelier en janvier de cette année, le deuxième atelier en mars sur soutenir les technico-commerciaux pendant la campagne, donc quand ils sont aux côtés des agriculteurs, pour aller observer, pour quand il y a les déclenchements, pour les produits ou pas, et puis aussi cette partie d'évaluation à la fin, qui finalement est un moment crucial. Donc, à la suite de ces 2 ateliers, on a à chaque fois identifié des actions à mettre en œuvre et puis identifié aussi des coopératives qui avaient déjà testé des pratiques qui étaient à partager. Et pour l'instant, là, donc la campagne est en cours et on a un prochain temps peut-être qui sera à la rentrée. Pour l'instant, il y a une pause au vu de la charge de travail justement qui bat son plein. Alors, justement, on va revenir maintenant peut-être sur les différentes dimensions d'enjeux qui ont été identifiées. Ce qu'on a pu voir, c'est que les technico-commerciaux étaient confrontés à des difficultés de 4 ordres qu'on va vous détailler juste après. Donc, le premier, voilà, le premier, c'est sur quelle est l'orientation stratégique de la coopérative et comment elle soutient, elle incite le technico-commercial à réussir à commercialiser cette offre. Ensuite, qu'est-ce que ça vient faire bouger dans leurs compétences? Comment ça met au travail aussi les enjeux subjectifs des technico-commerciales? Et puis, qu'est-ce que ça vient faire bouger dans leur organisation de travail et leur charge de travail? Donc, c'est les grands axes qu'on a mis ensemble au travail. Donc, concernant les orientations stratégiques de la coopérative, bon, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a certaines, là c'est pareil, c'est pas toujours affiché de la même manière au niveau des coopératives. Si elles sont là, c'est qu'elles souhaitent promouvoir cette offre agroécologique. Cependant, la stratégie et les enjeux agroécologiques portés par la coopérative sont pas toujours mise en avant de la même façon.
Il y en a une, par exemple, qui le mettait beaucoup en avant et qui communiquait beaucoup dessus auprès de ses adhérents et qui a même intégré dans ses indicateurs stratégiques le développement de cette offre Xarvio LC-Fin. Mais d'autres, à l'inverse, ne communiquent que peu ou pas sur cet enjeu-là. Donc, il y a de la même façon des disparités au niveau des technico-commerciaux qui sont plus ou moins incités de par l'orientation politique et économique de leur coopérative à vendre cette nouvelle offre. Donc là, un enjeu à mettre au travail collectivement, c'est comment on donne du sens à cette nouvelle offre stratégique de la coopérative. Ensuite, il y a la déclinaison qui se fait donc de cette stratégie au niveau d'objectifs. C'est écrit, c'est instable ma connexion. Vous m'entendez bien toujours? Vous me dites s'il y a un souci. Euh, donc les objectifs commerciaux, ils en avaient déjà beaucoup, les objectifs commerciaux. Par exemple, une des coopératives partageait que tous les TC doivent en faire donc de cette nouvelle offre, mais qu'ils ont déjà beaucoup d'objectifs et que c'est pas le seul truc qu'ils ont à faire. Voilà, donc c'est aussi une nouvelle offre à vendre. Comme l'expliquait Patrick, c'est une offre servicielle qui est nouveau par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc, euh, l'évaluation est différente. Ça nécessite donc une évolution à la fois des systèmes d'indicateurs et d'objectifs. Donc, il y a un travail aussi collectif qui pourrait se faire à ce niveau-là et aussi en termes évidemment de rémunération qui pourrait être associée. Le deuxième périmètre d'enjeu, c'est celui des compétences qui sont interrogées. Donc la capacité en situation à pouvoir promouvoir ou faire face à la mise en place de cette offre. Euh, Ce que l'on a repéré, c'est d'une part qu'il n'y avait pas d'expérience de la vente d'une solution orientée résultat, hein. Donc c'est bien quelque chose de nouveau. Et par exemple, dans l'argumentaire, euh, est-ce qu'on met en avant un effet de garantie? Est-ce qu'on met en avant un effet de tranquillité? Est-ce qu'on met en avant un effet de sérénité? Vous voyez, tout, je dirais tout l'enjeu quand on est sur une offre orientée résultat, c'est bien de montrer que derrière le résultat, derrière la performance, il y a un ensemble d'effets utiles qui sont des effets à valoriser. Mais pour ça, il faut avoir l'habitude de pouvoir aller au-delà de la vente du conseil sur un produit ou sur un service. Donc, ce qui nous a amené collectivement à repérer à la fois l'enjeu de se former à cette vente et à créer des supports. Donc le support que vous avez vu qui a été projeté, c'est un support qui a été créé par BASF suite à différents échanges, justement pour soutenir la capacité des technico-commerciaux à vendre. Former à la vente d'un résultat, ça passe aussi par des petits jeux de rôle, des ateliers, voilà, des dynamiques internes et parfois des dynamiques dans lesquelles se sont impliqués les représentants de Xarvio BASF. Alors, il y a la dimension, on va dire, vente, mais au-delà de la vente, il y a aussi la capacité, soit au moment de la vente, soit dans la suite de la relation avec les agriculteurs, de pouvoir répondre et argumenter par rapport à un certain nombre de questionnements ou d'objections. Par exemple, dans ce qu'il ressort, hein, de choses qui peuvent fragiliser un technico-commercial, c'est après une saison où au final il n'y a eu qu'un seul passage de fongicide, comment je réponds au fait que finalement 80 euros à l'hectare pour un seul traitement, ça paraît cher. Vous voyez bien que la logique, je dirais, de cette offre de résultats, elle est bien de garantir un effet et pas forcément un nombre de passages, mais ça change le rapport, ça change assez profondément hein, le rapport existant
à la pratique agricole. Et donc, il faut être capable d'accompagner ce nouveau rapport et de pouvoir argumenter. Il faut se sentir à l'aise, il faut se sentir solide pour pouvoir argumenter. On a aussi eu des retours sur euh, des agriculteurs qui appellent des technico-commerciaux en disant, bah, mon voisin est en train de faire un traitement. Et moi, vous me dites qu'il ne faut pas que je traite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr? Voilà, donc il y a un vrai enjeu à être capable de pouvoir soutenir ces réponses tout au long de la saison. Alors, on a vu que en, au moment de la vente, hein, il y avait un travail de ciblage, un travail d'argumentaire, et puis on voit qu'au fur et à mesure, il y a un enjeu à socialiser les questions qui apparaissent, les objections qui remontent, pour voir comment on se construit ou on se consolide collectivement un argumentaire sur les principaux points récurrents de questionnement. Tout ça, on le voit, ça interroge les repères professionnels puisqu'il faut avoir en tête que comme dans quasiment toutes les dynamiques euh, où des entreprises essayent d'ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle trajectoire en mobilisant le référentiel de l'EFC, c'est pas pour autant que l'offre précédente ou l'offre actuelle disparaît. Donc là, on se retrouve avec des technico-commerciaux qui doivent à la fois être dans le modèle classique hein, du conseil des semences, des produits, et en même temps proposer une alternative euh, qui peut aussi être argumenté d'un point de vue agroécologique sur un intérêt à limiter, à réduire le nombre, l'usage de produits phytosanitaires. Donc, c'est pas si évident que ça de pouvoir se présenter devant l'agriculteur avec ces deux offres alternatives. Et on voit bien que ça, cette question qui interroge hein, tous les acteurs agricoles sur l'usage des produits phytosanitaires et l'incitation à réduire la pratique de cet usage et la consommation, là, tout d'un coup, elle s'opérationnalise à travers une offre potentiellement favorable à la réduction de l'usage. Mais il faut être capable de la saisir et c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rend compte comment ça vient impacter, déstabiliser finalement le métier, ce que l'on considère être bien faire son métier, bien conseiller un agriculteur. Et donc ça réinterroge aussi le métier de demain. Face à ça, bien sûr, l'enjeu, c'est de repérer à l'échelle des coopératives comment on va accompagner hein, cette transition qui est plus ou moins en marche, mais qui est une transition qui doit aussi se vivre dans l'expérience quotidienne du travail et dans l'attention à ce que ça change dans les différents métiers au sein des coopératives. Alors, concernant les enjeux subjectifs, un de ceux qui est remonté, c'est la crainte de perte du pouvoir du TC vis-à-vis de l'agriculteur. Aujourd'hui, le TC construit un lien de confiance avec l'agriculteur. Il a ce rôle, comme le disait Patrice, d'expert. C'est lui qui conseille l'agriculteur, qui l'aide à choisir le bon produit, à savoir, à décider quand il faut traiter, qu'il aide à décider. Et, euh, et dans la nouvelle offre, eh ben, cette décision, c'est plus lui qui la prend. Donc, il y a un peu cette crainte de perte de ce pouvoir, de ce lien, de ce rôle d'expert vis-à-vis de l'agriculteur, quand bien même il y a toujours besoin de ce rôle de terrain et d'expert terrain. Mais en tout cas, il est un petit peu déplacé. Donc, un travail à faire avec eux au niveau de la sécurisation de leur rôle et comment euh, valoriser en fait leur expertise terrain qui est toujours nécessaire pour produire de la donnée et permettre d'être plus pertinent dans la solution. Parce que le TC, il est effectivement garant d'une réponse adaptée aux besoins des agriculteurs. Donc là, c'est comment finalement il peut révéler, enfin en tout cas montrer que l'offre telle qu'elle est proposée, elle répond vraiment aux attentes des agriculteurs. Euh, donc il y a vraiment aussi un changement dans la façon de s'adresser à son client, l'agriculteur.
Et puis, on s'est dit aussi peut-être on pourrait, enfin, quelque chose qui pourrait marcher, c'est partager la satisfaction des agriculteurs qui sont déjà embarqués là, on a une garantie de résultats. C'est quand même intéressant par rapport à un agriculteur, c'est finalement ce qu'il recherche. Donc, comment moi, technico-commercial, je peux me saisir de ça et lui montrer que ça répond vraiment à ses attentes. Alors qu'avant, j'étais plutôt à parfois me valoriser du fait de proposer un produit moins cher qui va répondre à son besoin. Donc, ce qui est pas la même chose. Et puis, vendre cette offre, on l'a vu, c'est nouveau et ça demande à la fois pour moi, enfin pour en tant que technico-commercial, un effort à la fois au niveau de la commercialisation, mais aussi pendant la campagne, euh, un peu plus d'efforts et de temps à passer. En tout cas, au début, déjà pour s'approprier l'offre, pour pouvoir la commercialiser aux agriculteurs, et ensuite pour finalement être assez disponible pour pouvoir aller faire les observations sur le terrain pour détecter le bon moment, permettre en fait d'avoir les bonnes informations qui permettent de détecter les bons moments, tout ça dans une optique de réduction du volume de produits qui sera pour les traitements. Et donc, c'est de se dire aussi comment il y a un enjeu derrière tout ça de reconnaissance en fait du travail du TC et de se dire comment on peut finalement célébrer les réussites et adapter aussi le système de reconnaissance qui aujourd'hui est en décalage par rapport à cette nouvelle offre. Alors, la quatrième niveau d'enjeu, ça vient réinterroger l'organisation du travail. Et dans une certaine mesure, à certains moments, ça vient on va dire l'alourdir, ou en tout cas, ça crée des nouvelles activités, des nouvelles tâches. Ce qui a été identifié et qui remonte comme un frein, c'est que il ne suffit pas de vendre la solution, mais il faut accompagner ensuite, au fur et à mesure de l'année, euh, la mise en œuvre, hein, c'est-à-dire s'assurer, vérifier qu'il n'y a pas de risque de maladie, et si c'est le cas, pouvoir faire remonter ces risques. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de visites de terrain à faire. Donc, au départ, il y a plutôt l'idée qu'on va aller visiter toutes les parcelles qui ont choisi l'offre Xarvio LC Fields. En fait, on se rend compte que ça prend énormément de temps. La réflexion qui est menée à l'échelle des différentes coopératives et en lien avec Xarvio, alors, il y a des moyens, on peut essayer de mettre en place des moyens complémentaires à certaines étapes, hein, du cycle de croissance des plantes. Mais c'est aussi de réfléchir sur des logiques de visite ciblée. Alors, certaines coopératives ont des parcelles test où ils testent ils font, elles-mêmes font pousser un ensemble de variétés de céréales, et ça leur permet peut-être de pouvoir repérer à travers les parcelles test comment le risque maladie. Et au-delà de ces parcelles au sein des coopératives, euh, voir s'il n'y a pas un- la définition ensemble, au regard de la géographie, de la distance entre les différentes parcelles, du type de semence qui a été utilisée, du type de terre, de voir si on peut peut-être trouver une logique de visite ciblée et pas de visite de toutes les parcelles. La deuxième chose qui est remontée dans les premières années, hein, quand l'offre se met en place, c'était une crainte ou quelques petits incidents sur la chaîne logistique, parce que là aussi, on a une chaîne logistique qui est transformée, c'est-à-dire que quand la décision de traiter est prise, il faut que du produit qui est en stock quelque part au sein de la coopérative, voire chez BASF, puisse être livré suffisamment rapidement et récupéré par l'agriculteur. Alors, soit dans un dépôt de proximité, soit directement l'amener chez l'agriculteur. Et là, les premières expériences, pour certains, ont un peu créé de tension, puisque vous avez une consigne de traiter à telle échéance, et il faut tenir bien sûr l'échéance, donc il faut avoir le produit pour cette échéance. Euh, troisième crainte qui est remontée en termes, alors crainte qui
qui se concrétise dans l'organisation du travail, c'est s'assurer que les agriculteurs ont bien reçu les consignes et en cas de traitement, qu'ils ont une bonne compréhension qu'il va falloir qu'ils fassent le traitement. Avec certains technico-commerciaux qui disaient que eux-mêmes, recevant copie de la consigne, ne se sentaient pas rassurés sur le fait que l'agriculteur l'ait bien lu et donc vérifier à travers un SMS ou un appel que ça avait été bien pris en compte. D'où une réflexion sur rendre le bulletin d'envoi d'information plus ergonomique, plus facile à repérer, avoir les principales informations peut-être qui remontent au début du mail et s'interroger sur le fait qu'il faut doubler d'une forme d'envoi automatique sur un téléphone. En tout cas, pouvoir se dégager de ce risque-là aussi, qui, si vous le prenez en charge, devient une nouvelle activité dans votre organisation hebdomadaire. On s'est également rendu compte que la façon d'évaluer le résultat était très hétérogène selon les coopératives. Et donc là, ça posait aussi la question aux technico-commerciaux qui sont en première ligne sur à la fois les modalités, le dispositif d'évaluation, et puis que faire s'il y a une suspicion que le résultat n'est pas atteint, et donc avec un potentiel le déclenchement d'une indemnisation, mais qui va nécessiter une validation là approfondie de la qualité de la céréale au regard de l'enjeu de sa protection sanitaire. Euh, On a vu que dans certaines coopératives, il y avait l'objectif d'aller visiter toutes les parcelles. Parfois, il y a l'idée que l'agriculteur doit signer une sorte de blanc-seing en reconnaissant que le résultat est au rendez-vous, que la culture est saine. Pour d'autres coopératives, on est plutôt sur le fait que, en absence de remontée ou de remarques, on considère que la solution a tenu sa performance. Mais tout ça, ça nécessite, quel que soit le choix, ça nécessite que les technico-commerciaux soient au clair et qu'ils puissent avoir une forme d'appui à travers un protocole ou un dispositif qui a été mis en place pour réaliser cette évaluation et valider le résultat. Avec une petite crainte, c'est que l'agriculteur confonde culture saine et rendement. Donc il y a tout le jeu ou l'enjeu de bien positionner, y compris la discussion sur le résultat, avant le rendement, avant la récolte elle-même et le rendement, mais bien sur le fait que la culture n'est pas abîmée, n'a pas subi d'attaque de champignons. Et puis tout ça, ça a fait émerger, dernier point, ça a fait émerger que le petit outil de gestion qui sert à suivre la campagne et qui est aussi un outil qui peut partager de l'information, méritait là aussi peut-être d'être ajusté, par exemple, pour faire gagner du temps si on passe sur une parcelle au moment du résultat, de pouvoir peut-être faire des photos, qu'elles soient tout de suite intégrées dans un petit script qui va presque automatiser une sorte de bulletin de validation avec la photo. Donc voilà, comment on continue à faire évoluer les outils supports, là aussi, pour essayer d'être les plus ergonomiques possibles et les moins chronophages. Voilà pour l'ensemble des dimensions d'enjeux de travail qu'on a repérées et des différentes actions qui ont été identifiées et qui pour certaines ont été menées. Peut-être vous partager quelques réflexions et donner la parole à Johan en complément. En fait, ce que l'on repère, c'est que si chaque technico-commercial peut avoir un ou quelques points qui pourrait expliquer le fait qu'il ne s'engage pas ou qu'il soit réticent à renouveler l'engagement, au final, l'analyse révèle qu'il y a quand même un ensemble assez large de raisons ou de conditions à réunir, si on le regarde dans l'autre sens, pour se sentir à l'aise, se sentir rassuré et avoir envie de promouvoir cette nouvelle offre qui est différente. Ça se situe à différents niveaux. C'est pas juste une nouvelle offre à promouvoir, ça vient
chercher des changements quand même un peu plus profonds à différents niveaux au sein de la coopérative, dans le travail du technico-commercial, dans la relation avec le fournisseur qui est BASF, dans le métier, qui était centré sur une expertise euh, produits, semences, conseils. Et donc, si on ne passe pas par cette compréhension des enjeux de travail, alors il y a un risque que ça soit très compliqué ou très laborieux d'embarquer les TC, de trouver les modalités pour les engager et pour les impliquer. Ce que l'on retient ou ce qu'on a pu retenir collectivement du travail qui a été mené, euh, d'une part, mais ça Johan pourra le partager, qu'il y a eu un vrai travail de coopération, hein, une vraie attention sincère de Xarvio BASF à essayer de répondre au mieux et avec les moyens qui étaient les siens, en complément du travail que doit faire la coopérative elle-même euh, pour, euh, pour pouvoir former, accompagner, aider à argumenter, soutenir les techniques commerciaux. Bien sûr, l'enjeu est commun, mais ce n'est pas. Donc Xarvio a considéré que ce n'était pas que du ressort de la coopérative de prendre en charge cet enjeu ou des coopératives, mais bien que ça participait aussi de son propre enjeu et a souhaité y contribuer. Et puis, ça a quand même fait émerger du côté des participants, des coopératives, le fait que on était dans une démarche de moyen terme. On voit bien que ça va s'implanter, cette offre, elle peut intéresser, mais l'intérêt, le déploiement du nombre d'agriculteurs ou des surfaces qui seraient traitées ou qui seraient adhérentes à cette offre, ça va se faire sur du moyen terme. Ça va nécessiter plusieurs années d'investissement ou de co-investissement. Ce ne sont pas des choses qui se règlent en quelques semaines ou en quelques mois, euh, comme on aurait pu ou on pourrait l'imaginer au début, peut-être un peu naïvement parfois. Johan, je vais arrêter le partage, te laisser la parole, et puis après on engagera le tour d'échange. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Patrice. Bonjour à tous. Bonjour Amélie. Alors, je sais pas trop moi quoi rajouter. Je salue, je salue l'exercice de rétrospective là que tu as fait, qui me permet de reprendre conscience aussi moi du chemin parcouru depuis 2022, le début de cette aventure de mise en place de ce nouveau modèle économique. Depuis la compréhension de ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité, puis comment l'implémenter. Enfin voilà, ce référentiel un peu théorique, un peu large finalement, comment l'emmener d'un point de vue opérationnel. Moi, peut-être que je peux dire là, mais après, moi, je répondrai volontiers aux questions si vous en avez. Mais ce que je peux saluer moi ou noter, c'est qu'à mon niveau, donc moi qui étais en charge hein, de ce nouveau business et de l'implémenter en France. J'ai vraiment apprécié, moi, la manière dont Atemis m'a permis de me décentrer et de finalement, dans un business classique, on a une relation qui était très client-fournisseur. Donc, moi, j'étais fournisseur. Donc, un rapport, en fait, un même humain, relationnel avec les coopératives agricoles, enfin, d'une manière générale, la distribution agricole, qui sont les codes euh, d'un fournisseur et d'un client. Et dans l'implémentation du modèle économique, j'ai longtemps cherché comment, quelque part, me décentrer pour pouvoir être un simple coopérateur, finalement, d'un modèle qui n'est pas mon modèle, mais qui est un modèle qui doit appartenir à un écosystème d'acteurs qui va opérer ensemble ce nouveau schéma. Puisqu'on est passé dans une approche de vente de produits où on distribue des produits, nous on les fabrique, le distributeur les commercialise à l'agriculteur, à un schéma où c'est un service que l'on propose ensemble, qui a une valeur additionnelle et qu'on produit ensemble. Et donc moi, j'ai vraiment apprécié, enfin, où j'ai eu besoin plutôt de trouver comment prendre une place qui était une place de coopérateur et de confier finalement plutôt un peu parfois l'animation de la réflexion à un tiers. Et ce tiers, c'était en l'occurrence Patrice et Amélie. Et je pense absolument que c'était nécessaire parce que ça crée, en fait, ça nous a permis de découvrir ce qui a été présenté là, des choses que j'aurais pas pu découvrir tout seul, je pense, avec les codes ce que je vais appeler du business traditionnel
des relations d'influence, des enjeux de négociation commerciale, etc., etc. Donc, je pense que c'est l'élément majeur que j'ai envie de porter peut-être comme appui ou apport. Et bien sûr, en complément, il y a eu depuis 2022, c'est ça, tu disais, Patrice, au départ, il y a eu toujours finalement cet apport aussi ou ce côté miroir autour du référentiel de comment est-ce qu'on le met en place. Et finalement, on l'a plus dans un esprit, finalement, alors je sais pas quel est le bon terme entre le mentoring, le coaching ou le fait d'allier les cerveaux pour analyser des situations et réagir ensemble. Dans la transformation, moi, j'ai trouvé vraiment cet apport très appréciable, hein, de deux cerveaux ou trois cerveaux, même avec Amélie, valent mieux qu'un. Et je crois que c'est aussi ça, moi, que j'ai envie de retenir de l'approche, alors qu'il n'est pas terminé, on n'est pas au bout. Mais on a fait déjà, et merci de l'avoir rappelé, en fait, un sacré bout de chemin. Et je suis vraiment content de l'avoir revu là et relu, parce que même si ça reste quelque chose de petit, enfin, je pense qu'il faut, au niveau de la protection des plantes en France, c'est quand même un sacré pas, un sacré pas de côté dans une multinationale, qui plus est de la protection des cultures. Donc, avec beaucoup de points faibles au départ, on pourrait dire, mais quand même dans une approche qui a vraiment toute sa valeur, je pense, dans ces objectifs de transition agroécologique. Je ne vais pas faire plus long. Je ne sais pas si ça correspond à Merci. Non, mais il y avait pas de consigne. ça. C'est justement l'écho que tu trouvais à ce qu'on avait présenté. Donc, merci beaucoup, Johan. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir continuer l'échange à partir de questionnements, peut-être de résonance aussi, hein, avec des situations que vous vivez. On sait que toutes celles et ceux qui essayent d'impulser des dynamiques servicielles qui mobilisent le référentiel de l'EFC sont confrontés à cette transformation très très profonde de la relation commerciale que tu rappelais, Johan. Alors ça s'incarne dans le commercial, mais la relation commerciale, elle se transforme quand même assez profondément. On vous propose, bien sûr, vous pouvez reposer des questions sur l'offre, mais l'idée, c'est peut-être plutôt sur les objets de méthodologie, de dispositifs pour travailler, mettre en place, enfin, faire émerger ces questions de travail, et puis aussi sur ce qui vous a été présenté, hein, les différents niveaux d'enjeu. Voilà, si vous avez des réactions, des questions, des résonances avec des situations que vous rencontrez par ailleurs, voilà, qu'est-ce que vous tirez de cette présentation? Qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Maxime. Oui, Peut-être. bonjour. Ouais, Bon, chacun vous vous présentez rapidement quand vous prenez la parole, comme ça on sait d'où vous parlez. ça marche. Désolé, je sors de l'ombre vu la canicule. Mais, donc Maxime Salé, animateur du Club Noé. Enfin, la présentation était géniale et pour autant, là, j'ai une question qui me vient suite à un des derniers propos de Johan qui parlait du tiers qui a été Athémis dans finalement le fait de dézoomer sur vos repères initiaux, de remettre en question le fait de devenir des coopérateurs plus que ce rapport fournisseur-client habituel, etc. Et je me suis dit, est-ce que finalement il y a toujours besoin d'un tiers? Est-ce que le fait de produire des référentiels commerciaux, managers, de nouveaux repères via l'EFC, les gens ne peuvent pas, enfin les gens, les commerciaux, les structures ne peuvent pas les lire, si je caricature, et puis les appliquer eux-mêmes. Est-ce qu'il faut toujours un tiers? Ça m'interpelle parce que bah, ça me semble assez pertinent qu'en effet le rôle de tiers, tu l'as dit, Johan, est nécessaire. Ça me pose question. Est-ce que il faut, bah, vous allez devoir recruter à Tennis s'il faut toujours un tiers? Enfin, je sais pas si ma question est claire, mais ça me perturbe et m'intéresse. Merci. Comme je vois qu'Étienne a levé la main, je propose que tu puisses aussi, Étienne, réagir, et puis on verra s'il y a deux, trois, comme ça, deux, trois remarques, réflexions avant qu'on reprenne la parole. Oui, bonjour, merci. Étienne Barillet, je suis un chef d'entreprise qui est dans le FC depuis 2017 à peu près, ou qui essaye de l'être, accompagné par Patrice de main de maître. Deux réflexions.
d'abord, on se rend compte que ça peut paraître évident. Alors, je ne sais pas non plus à quel point moi je suis impacté par le FC, mais ce qui est fait peut paraître évident. Et que ces évidences, on les oublie à une vitesse grand V en fait quand on est repris par le business habituel. Si je résume, un peu trivial, hein, enfin Patrice me connaît, il témoignera de ma bonne foi quand même, mais on va s'occuper des clients, on va le rassurer, on va donner les outils qui vont bien aux commerciaux. Enfin voilà, quelqu'un qui regarderait ça un petit peu de loin pourrait se dire, ok, what else quoi. Ceux qui ont fait des transformations savent à quel point c'est difficile. Et pour rebondir sur la question qui a été posée, parce qu'elle elle va avec, je trouve, est-ce qu'on a toujours besoin d'un tiers? Euh, on a toujours besoin, là c'est aussi le dirigeant qui parle de 4 yeux à minima et de se faire challenger sur ce qu'on fait. Et il n'y a rien de mieux pour se faire challenger que d'avoir des gens extérieurs à notre business qui le connaissent un peu, mais qui sont pas dans notre quotidien. J'aime bien prendre le parallèle avec les cuves, les grosses cuves qu'on peut avoir dans les laiteries, par exemple. Quand on fait, il y a on brasse en fait le lait hein, pour éviter qu'ils prennent en masse. Et si vous avez le brasseur simplement, donc une espèce de gros ventilateur en bas, si vous le faites tourner tout seul, il y a un moment où vous faites tourner toute la masse du lait et il n'y a plus rien qui est mélangé. Et il faut en fait mettre une barre fixe au milieu pour que le mélange se fasse correctement. Et cette barre fixe, c'est le regard d'un Athémis, c'est le regard d'un animateur de Club Noé, c'est le regard de quelqu'un qui n'a pas le nez en fait dans notre business. Sinon, il tourne, nous on tourne avec la masse en fait et on se rend plus compte du truc. Donc c'était mes remarques un peu imagées et bravo à une entreprise internationale d'oser faire le pas. C'est beau, c'est fort et continuer. Merci. On le fait en France. Enfin, on fait pas qu'en France, c'est pas vrai. On fait pas qu'en France, mais notamment en France sous cette forme aussi aboutie, je pense, de l'UFC ou Product as a Service. On appelle ça comme on veut selon si on est français ou anglais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questionnements, sollicitations? Maxime à nouveau? Bah, sauf si quelqu'un veut réagir, hein, mais c'est parce que j'avais 2 questions, j'en profite. Allez. Moi, je me pose beaucoup la question des résistances. On l'a dit, il y a des nouveaux repères métiers, des nouveaux efforts, en fait, même quelque part. Est-ce que ces nouveaux efforts, ils sont acceptés ou est-ce que, oh là là, le FC fait chier, quoi. Enfin, un peu vulgaire, mais en fait, j'ai l'impression que ça peut arriver très souvent quand on bouscule le métier des gens. Je sais pas si c'est pas. Je sais pas. Spontanément, j'avais envie de peut-être faire un bout de Vas-y, réponse vas-y, vas-y, Johan. pas le plus pertinent, mais juste avec mon ressenti, moi, sur ce changement qu'on essaie d'impulser depuis 2022. C'est sûr que de toute façon, de bouger, ça décale. Après, je pense que c'est pas propre à l'EFC, c'est d'essayer de transformer des modèles, mais sans les disrupter, c'est-à-dire en continuant de laisser coexister ce qui existe et en développant par ailleurs. En fait, c'est typiquement ce qu'on a. On a des commerciaux qui doivent continuer de vendre de manière traditionnelle des choses, mais en plus intégrer cette approche servicielle. Donc, quand on le prend comme ça, c'est un truc qui arrive on top. Ça va pas enlever une charge quelque part mentale ou même d'argumentation commerciale, de fonctionnement par objectif d'un business traditionnel, mais ça va nécessiter de rajouter quelque chose d'autre. Et il y a moi quelque chose qui m'a marqué dans les échanges qu'on a, alors avec Athémis, mais avec d'autres aussi, d'autres cercles, dans plusieurs cercles, c'est à un moment donné, ce qui drive quand même les entreprises, c'est le business. Et, et je pense qu'il faut jamais perdre de vue qu'une entreprise, elle est là pour être rentable, elle est là pour développer de la valeur. Et quelque part, même si derrière le FC, il y a cette intention agroécologique, il y a cette intention de transition, c'est c'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est pas une fin en soi, je dirais, dans une transformation de business. C'est quelque chose qui arrive en plus, mais il faut. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça fera pas chier le jour où la transformation, elle permet d'apporter plus de valeur et elle permet de trouver du sens pour la chaîne de valeur. Et c'est tout l'enjeu, quelquefois, c'est d'inventer quelque chose de nouveau, qui soit plus durable, on va dire,
mais qui apportent une valeur additionnelle et y compris une valeur économique. Et c'est ça qui est compliqué. Étienne. Ouais, je vais me permettre d'amener ma petite graine sur ce que dit Johan. Euh, on, moi, je le vis actuellement, parce on a rejoint une autre entreprise que Patrice connaît bien. Quand on bouleverse le métier de commerciaux, ça va en fait au-delà d'une résistance au changement, telle qu'on peut, des fois, on peut un peu la regarder en se disant, bon, ouais, ils sont un peu cul de plomb, ça n'avance pas, etc. En fait, il y a d'abord le métier de commercial, pour le faire depuis 30 ans, c'est un métier qui est dur, qui est éprouvant, où les gens ont un vrai besoin de reconnaissance. Et quand les gens se sont fait euh, une réputation ou sont convaincus d'être reconnus pour une certaine expertise, pour un certain mode de fonctionnement, quand on vient comme ça changer quelque part les règles du jeu, on change leur repère à eux de reconnaissance de leur expertise. Et la reconnaissance, c'est un driver qui est encore plus fort que les pépettes pour un commercial. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment réussir à accompagner par la confiance, notamment, enfin par tous ces éléments qu'on connaît bien, d'où leur donner les outils, d'où avoir les systèmes de reconnaissance au-delà des systèmes de reconnaissance financiers, mais le système de reconnaissance interne qui soit bon. Parce que ça reste des compétiteurs. On n'est pas commercial si on n'est pas compétiteur. Donc ça reste des gens qui aiment gagner, ça reste des gens qui aiment être comparés, qui aiment être benchmarkés, qui aiment surtout être en haut quand ils sont benchmarkés. Et j'ai aussi vu le cas d'une entreprise dont le dirigeant est un ami qui avait fait comme ça, alors lui, quasi un 180 hein, sur le modèle économique et qui a perdu quasi l'ensemble de sa force de vente parce que qu'il le veuille ou non, c'est pas sa boîte, c'est la boîte de l'ensemble des parties prenantes, dont les salariés. Et finalement, il avait changé de façon quasi unilatérale le contrat, quelque part, la raison d'être pour laquelle les salariés étaient dans la boîte, étaient venus dans la boîte et travaillaient dans la boîte. Alors pour des belles choses, hein, c'était aussi un modèle économique très vertueux, mais ça a failli coûter l'entreprise en fait. Hein. Donc voilà, on change des choses, alors d'où le regard encore extérieur, parce qu'on ne le voit pas forcément, mais on change des choses et on change des choses avec des gens qui sont, voilà, le peuple des commerciaux, c'est aussi touchy à gérer qu'un haras de cheval de chevaux de course. Hein. Donc ça va vite, mais c'est souvent malade quand même. Hein. Donc voilà, donc faut y aller avec tact et doigté. C'était ma remarque. Je vais sourire Johan. Merci pour l'image. Merci Étienne. Bah, on l'a fait de façon un peu décomposée, on essaie de comprendre toutes les questions, toutes les dimensions, mais tu le résumes, Étienne, hein, ça déplace, subjectivement, ça fait bouger les choses, hein, comment je me sens reconnu ou fragilisé dans ce qui fait mon métier, ce qui fait que je suis un bon commercial, et puis après, techniquement, je ne sais pas forcément faire, et puis j'ai pas forcément le sens, ou ça change le sens de ce que je veux faire, donc voilà, ça me fragilise sur un ensemble de dimensions. Et si on comprend pas et si on tient pas compte de ces fragilités, et si on cherche pas à les prendre en charge ou à les accompagner, bien sûr, on va se retrouver, tant que le commercial peut esquiver, on va se retrouver avec des commerciaux qui vont esquiver. Ce que demande Nicolas, alors nous, on n'est pas rentré dans la façon dont chaque coopérative rémunère son commercial, ses commerciaux. Par contre, dans les échanges que l'on a eus, il y a eu ce retour des responsables hein, qui étaient dans nos échanges et dans les ateliers, qui ont énoncé eux-mêmes que le système de rémunération, à un moment, était en décalage et n'incitait pas finalement à, à- à, à valoriser cette nouvelle offre. Hein. Simplement, si vous comptez des ventes, si vous comptez des ventes de semences, de produits, et là, vous vendez quelque chose dans lequel peut-être, en tout cas dans un premier temps, vous faites disparaître le fait que vous avez vendu des produits. Puisqu'on ne sait pas d'ailleurs s'il va y avoir des produits qui vont être utilisés ou pas, mais ils sont plus vendus en tant que tels, ils sont une composante d'une solution. Donc vous voyez, si vous construisez pas le système de reconnaissance et après de rémunération en cohérence,
sachant ce que disait Johan aussi et ce qu'on a dit, c'est que les deux systèmes continuent à cohabiter de toute façon. Donc voilà. Donc il y a eu des repérages dans les coopératives que de ce côté-là, il y avait besoin aussi d'être un peu astucieux et de trouver une forme de cohérence et les bons indicateurs et les bonnes façons de reconnaître à la fois financièrement et puis en termes de reconnaissance de l'effort aussi. Sarah, J'avais juste envie de réagir au What else de Étienne tout à l'heure qui disait finalement quand on regarde le chemin, on se dit bah on donne les bons outils, on accompagne et ça marche. Mais en fait, dans ce que vous décrivez, on voit bien que le What else, c'est tout le travail un peu invisible d'accompagnement justement de ce déplacement-là et du travail collectif aussi. Que c'est pas juste une question de donner les outils et de dire maintenant on y va, mais c'est bien l'idée d'un processus de déplacement et qui se fait là. Vous faites un focus sur le travail des commerciaux, mais ça se fait évidemment pas tout seul dans leur coin. Et je trouve que c'est ça, des fois, une des difficultés de parler des dynamiques et des évolutions, c'est que si on regarde le résultat ou les outils qu'on a mis en place, en effet, on a envie de dire, bah, il y a une forme de banalisation en fait. Et en même temps, vous le dites bien, Étienne et Johan, que c'est tout un chemin et que si on fait pas le chemin, ben, on se retrouve avec une équipe qui part derrière et que c'est pas rien. Donc c'est euh, une attention à la ressource, on dirait, enfin, qui en réalité est très fragile, subtile, complexe et qui s'engage sur le temps, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je partage avec vous. Quelquefois, on peut, comme ça, si on va un peu vite, pas voir tout ce travail-là et du coup banaliser en réalité les trajectoires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les structures, les gens eux-mêmes parfois banalisent. Alors qu'en réalité, il y a tout un travail souterrain qui est nécessaire. Et si on le fait pas, c'est là qu'on voit combien il manque en fait. Étienne, tu souhaitais réagir? Ouais, ça avait Vas-y, vas-y. pas un truc de conversation, vous m'excuserez, hein, mais pour rebondir sur ce que dit Sarah et le fait que ça infuse et qu'il faut le travailler dans les équipes, etc. Euh, Moi, j'ai dans l'équipe mon responsable technique qui est là depuis 2022, donc ça fait quand même 4 ans qu'il est là et qui me parle beaucoup de l'EFC. En fait, les gens me parlent de l'EFC ici, alors que voilà, j'ai l'impression qu'on fait le travail normal, mais ça infuse et au point où des fois, moi, je me fais challenger par les équipes sur les relations commerciales qu'on peut avoir avec nos clients et où ben, j'ai notamment mon responsable technique qui aimerait en fait participer au club EFC. Je pense que je vais le faire venir à un moment parce que s'il faut aussi être plusieurs dans l'entreprise pour asseoir en fait avec plusieurs. On revient sur cet accompagnement, hein, sur ce multicerveau. Si on veut que les choses soient robustes, résilientes, il ne faut pas que ça dépende d'une seule personne et il faut que ce soit diffusé. En fait, il faut changer le rapport à la normalité. Et ça c'est long et ça se travaille dans une culture d'entreprise, d'où la très grande difficulté d'ailleurs de le faire dans les entreprises qui juxtaposent un business as usual et un modèle EFC. Enfin, nous dans le club Grand Est, on n'a pas eu d'exemple où ça a fonctionné. C'est parti en spin-off par exemple, en structure à côté ou alors un vrai changement global. Mais réussir à avoir un business normal et un business EFC qui plus est avec les mêmes vendeurs, enfin, il faut avoir le psy derrière. En plus des gens d'Atemis, il faut avoir le psy quoi, pour les gars. Oui, Johan, tu veux répondre? Ouais, je ne veux pas forcément répondre, mais c'est ce que tu étais là, moi, ça m'évoque aussi une question. C'est plutôt une question que j'ai envie de poser à, j'imagine ici, enfin, les personnes présentes, principalement des personnes qui connaissent l'économie de la fonctionnalité, qui sont, on va dire, déjà dans ce mode de pensée, enfin, avec ces lunettes-là et qui voient les choses de ce prisme-là. Moi, je me pose une question, enfin, vu de l'intérieur de l'entreprise, c'est de l'effort à faire ou pas pour essayer d'être dans un modèle EFC. Et ça rejoint peut-être une de tes questions, Maxime, à un moment donné, c'est est-ce qu'à un moment donné, à vouloir absolument être de l'EFC et surtout à débattre en interne sur est-ce que ce qu'on fait est de l'EFC ou pas, enfin en interne ou en externe d'ailleurs. Parce que c'est des choses que moi j'ai vécues, que je vis encore. Est-ce que quand on fait ça, on est dans les normes entre guillemets de l'EFC, sachant que l'EFC, ça, on est d'accord, ça reste quand même
une trajectoire de pensée plus qu'une recette de cuisine à appliquer. En fait, ça me fait. Moi, je viens du monde du logiciel. Moi, je viens plutôt du monde, je dirais, du numérique. La partie Xarvio, c'est du numérique. Et il y a eu pendant longtemps ces courants autour de l'agilité qui venaient du monde logiciel. Ça parle peut-être à certains avec les méthodes agiles qui transformaient les projets de projets conduits dits de cycle en V à, selon différentes méthodes, Scrum ou autres, pour essentiellement ceux à qui ça parle, des méthodes de conduite de projets plus agiles qui visait justement d'optimiser les projets, de les rendre plus efficaces, plus prédictifs, etc., etc. Mieux, quoi. Et en fait, ces méthodes-là, elles se sont complètement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des rejets de nombreuses entreprises parce qu'en fait, au-delà de, on s'est arc-bouté sur les méthodes et les recettes plutôt que sur la trajectoire de pensée. Et c'est ça que ça m'évoque en fait là quelquefois quand on pose la question ou est-ce que c'est de l'EFC ou pas de l'EFC? Est-ce que ce qu'on est en train de faire c'est de l'EFC ou pas de l'EFC? J'ai un peu, enfin en tout cas c'est un petit warning moi qui résonne dans ma tête à chaque fois de me dire est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de question et surtout est-ce que c'est important finalement en interne de parler d'EFC? C'est une vraie question moi que j'ai personnellement. Si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais en appuyant autant sur l'économie de la fonctionnalité. Je le ferai, je pense, mais peut-être sans le dire. Voilà. Je voulais juste le donner comme un point de, peut-être pour vous aussi, de nourriture et de réflexion, surtout s'il y a des accompagnateurs sur le sujet. Et là, tu pointes quelque chose qui est effectivement une forme de question à chaque fois, c'est-à-dire que on a un référentiel qui nous aide à penser, à décrire le réel et à agir. Donc à un moment, on est bien obligé de dire quel est notre référentiel, mais sur le fond, c'est un point d'appui. Donc la question, c'est pas de savoir si on en est ou pas, c'est est-ce que ça nous aide à comprendre à quoi on est confronté, est-ce que ça nous aide à trouver des solutions. Et après, si on pense que la trajectoire servicielle, elle peut faire ressource et pour l'entreprise et pour les clients, mais après, c'est comment le référentiel est un point et là aussi redevient un point d'appui et ressource. Mm. La réalité, de toute façon, est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en décrire ou en analyser quand on construit des formes de référence ou des cadres de référence. Donc tu as raison, Johan. C'est un piège sur lequel on s'est beaucoup retrouvé, et je vois que Céline dit ça aussi, à vouloir tout de suite arriver en disant EFC, EFC, alors que à quoi vous êtes confronté, c'est quoi vos difficultés, est-ce que si on travaille la valeur, c'est quoi les effets de valeur que vous n'avez pas repérés, etc., etc. Puis au bout d'un moment, on peut dire quel est le référentiel. Mais enfin, je comprends bien. Je voulais peut-être, juste avant de te passer la parole, Maxime, dire que le travail qui a été fait avec l'accompagnement d'Artémis en direction, là, en lien avec les coopératives, peut-être on peut aussi, Johan, partager qu'on a fait, je pense, une journée de travail avec les commerciaux de BASF également. Ouais. Euh, Parce que ça ne concernait pas que les commerciaux des coopératives, mais avant que ça arrive dans les coopératives et que les coopératives s'en saisissent, il y a aussi les commerciaux de BASF qui doivent proposer cette offre en complément de ce que peut proposer BASF par ailleurs. Et donc, dans des formes pas très éloignées, on a refait ce même travail et on a essayé de repérer euh, quelles étaient les difficultés ou quelles étaient les charges nouvelles que ça a amené et comment là aussi il pouvait y avoir en interne une écoute et un accueil de ce que les commerciaux remontaient pour que ça soit pas juste un truc en plus dans la besace euh, avec un niveau de maîtrise y compris ou de compréhension de l'intérêt de l'offre hétérogène. Maxime, Oui, bah, à un moment donné, dans votre présentation initiale, il y avait l'importance des espaces en interne de professionnalisation, si on peut le dire, mais pas de professionnalisation sur le FC, mais via la réflexivité pour leur faire parler de leur travail. Et je me suis posé, enfin, j'aurais aimé, et en même temps, c'était pas le but de la présentation initiale, mais entendre Johan ou ceux qui ont assisté à ces espaces-là sur des révélations. Est-ce qu'il y a eu des collaborateurs qui vous ont partagé des choses qui vous ont marqué? Je trouve que généralement, c'est des choses assez apprenantes. Peut-être pas de réponse automatique, hein, mais Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont marqué dans les sessions là qui ont été menées
C'est ça, dans la révélation du travail réel, dans l'expression de leurs contraintes, peut-être leurs freins par rapport à tout ce qu'on leur a amené là. C'est une sacrée question. Elle peut rester en suspens, hein, Je vais, je vais prendre la prochaine, je vais réfléchir et Ouais. Moi, je vais apporter en tout cas, je vais apporter par rapport à ce que tu dis, Maxime. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe déjà un dispositif en fin de campagne où l'équipe Xarvio by ASF vient faire le bilan. Et que je pense que ce qu'on a, mais là il faudrait qu'on vérifie, Johan, ou toi tu peux compléter, ce qu'on a fait émerger, c'est que le bilan, c'est pas juste combien d'hectares vous avez vendus et comment on engage la campagne commerciale de l'an prochain, avec les petits ajustements nécessaires, mais que finalement le bilan, ça peut être aussi un espace et un moment où on se parle de ce à quoi on a été confronté, qu'est-ce qui résiste, et on peut le faire, on peut le partager en confiance pour voir comment ça peut être pris en compte. Donc ni dans un mode reproche, ni dans un mode de justification qui expliquerait qu'on l'a pas fait, mais plutôt, voilà, ça fait partie du bilan de se parler du travail que ça a représenté. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un temps en plus, parce que ce temps, il existe déjà. Et c'est plus une opportunité ou une façon de faire évoluer le temps pour continuer à faire vivre, je pense, cette dynamique d'attention. je peux te donner, Maxime, parce que ça y est, je l'ai. Peut-être le point, moi, qui était le plus grand révélateur, c'est en fait, pendant longtemps, quand on faisait des bilans, on va dire un peu traditionnels, un peu pragmatiques, rationnels avec les commerciaux, et qu'on leur posait la question sur les obstacles qu'ils rencontraient dans l'implémentation de ce nouveau schéma, la réponse qu'ils nous donnaient, c'était des choses très factuelles du genre, ça me prend trop de temps, ça me prend du temps, notamment sur la validation dont on parle. Ça en rajoute du boulot, en fait. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé sur essayer de simplifier ça, de faire différemment, d'apporter des ressources humaines additionnelles à ces moments-là. Enfin, on a cherché des solutions sur cette réponse-là. Et en fait, à force de creuser, et grâce notamment à Atemis, grâce à ce décentrage dont je parlais tout à l'heure, de devenir moi un coopérateur et pas donc plus dans un rôle de fournisseur entre guillemets qui est dans la pyramide on va dire de la filière en amont et un peu au-dessus parce que c'est moi qui vends un service et qui le produit, qui le conçoit. En décentrant, en fait, les réponses qui sont sorties, c'est finalement, il y a une des raisons que je pense, qui je pense est une des raisons majeures aujourd'hui des verrous qu'on rencontre, c'est la crainte de la distribution agricole, quelque part, de perdre un peu de pouvoir dans ces schémas en donnant finalement peut-être un peu trop de pouvoir aux fabricants. Et du coup, et si on le traduit au niveau du commercial, du technicien commercial, c'est ce a dit Patrice tout à l'heure, c'est le côté un peu irrationnel de dire, potentiellement, avec cette approche-là, j'ai peur de perdre mon influence, mon contrôle, peut-être aussi mon ego vis-à-vis de l'agriculteur qu'aujourd'hui j'anime, parce que je vais devoir partager la décision avec Xarvio. Je vais aussi avoir des choses qui vont venir du numérique, qui vont tomber, qui vont peut-être avec lesquelles je vais peut-être être en porte-à-faux. Et donc, en fait, la vraie raison peut-être aujourd'hui de la difficulté qu'on rencontre, elle n'est pas ça me prend trop de temps, factuellement c'est trop compliqué, c'est humainement j'ai peur et j'ai pas suffisamment confiance dans le fait de pouvoir m'engager corps et âme, on va dire, dans cette approche-là. Et ça, je crois que c'est vraiment moi, enfin, si je devais donner un révélateur peut-être du travail qu'on a fait, c'est c'est la confiance à un moment donné qui a permis que ce genre de choses émergent. Et ça a été possible parce que j'ai quitté le rôle de vouloir absolument poser des questions, pour faire court. Merci beaucoup. On n'est plus très loin de la fin du temps qu'on s'était donné. Est-ce qu'il y a encore une ou deux remarques ou simplement éventuellement une petite réaction à l'échange qu'on vient d'avoir? C'est le premier webinaire qu'on anime sur une intervention et la façon dont on a partagé des résultats. Donc n'hésitez pas aussi à vous êtes resté là jusqu'à la fin à nous dire si c'est voilà, si c'est intéressant, si ça mérite d'être renouvelé sur d'autres interventions d'Athémis. Euh, voilà, dans la série des webinaires et des façons de communiquer, c'est aussi pour nous intéressant d'avoir vos retours.
Alors, il y a des choses qui se passent dans le chat. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre la parole. La suite, bah, en tout cas, ça continue, hein, Johan. Moi aussi, je peux me permettre, du coup, puisque personne prend la parole, moi, je trouve ça super que vous ayez mis ça en place. Bon, moi, je veux plus de webinaires Artemis et je me demandais comment rentrer dans une dynamique aussi de coproduction, entre guillemets, c'est-à-dire comment on peut vous faire remonter des sujets ou des témoins dans les clubs, vu que moi, pour le coup, je représente un club, celui des Hauts-de-France. En tout cas, voilà comment ces webinaires Athémis, on en veut plus, mais comment pour qu'il y en ait plus, on peut y participer d'une manière ou l'autre. C'est ma question et mon enthousiasme, quoi. Merci beaucoup. Ben, on va réfléchir comment on peut répondre sur d'autres sujets pertinents. Effectivement, on va regarder dans les différentes interventions que l'on fait, différents sujets, objets d'intervention, comment il y a des petits morceaux, des parties qu'on peut vous partager avec cette idée à la fois de pouvoir partager des questions de méthodologie d'intervention, puis aussi les résultats de ce que ça crée, de ce que ça produit. Bien, bah écoutez, Johan, merci à toi. Je pense qu'on va, de toute façon, on va clore notre premier webinaire. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez envie de continuer à réagir ou de revenir vers nous, vous avez nos adresses, vous savez nous joindre. Et puis, probablement qu'on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire après les vacances à l'automne. On n'a pas encore fixé le sujet et la date. On attendait un peu de voir comment ce premier échange se passait. Merci à toutes et à tous. Merci à Céline qui a beaucoup contribué à la préparation, à l'organisation, à la communication sur le webinaire. Merci, merci aussi à Amélie. On a préparé à deux cette restitution. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur notre webinaire Parlons Travail. À Merci à bientôt. toutes et tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt.